Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation, cette nouvelle formation qui fait partie de la série Kubernetes l'essentiel. J'ai choisi cette fois comme titre contexte de persistance en machine. C'est bien le sujet de notre formation aujourd'hui. Alors, on va présenter tout de suite le sommaire, donc on va introduire un petit peu le sujet, ensuite on va rappeler un petit peu les prérequis par rapport au contexte, ensuite on va expliquer ce que c'est que cette notion de contexte de persistance qu'il faut obligatoirement comprendre et acquérir avant de passer à la suite, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ensuite, on va essayer de découvrir ensemble le cycle de vie d'une entité sur Kubernetes et plutôt quels sont les états par lesquels il passe une entité sur Kubernetes. Ensuite, on va aborder cette notion de flashing qui est aussi très intéressante. Et on va terminer avec un schéma qui va récapituler l'ensemble des points qu'on va évoquer lors de notre présentation aujourd'hui. Et on terminera, comme d'habitude, avec une conclusion dans laquelle on va essayer de parler plutôt de la prochaine étape. L'objectif de cette formation est de comprendre le contexte de persistance qui est le caching, que ce soit avec l'API native ou l'API JPA de Kubernetes. Comme prérequis, je vous invite à consulter la formation Kubernetes de l'ensemble, qui rappelle un petit peu les deux API principales qui sont utilisées avec ce framework, à savoir l'API native avec l'interface session et l'API JPA avec l'interface Entity Manager. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que le contexte de persistance? L'API native avec son interface org.hibernate.session et l'API GPA avec son interface javax.persistance.entity manager représentent un contexte pour traiter les données persistées ou à persister. Ce contexte est appelé un contexte de persistance. Les données ou entités sont à un état spécifique à un instant T par rapport à la fois à un contexte de persistance et à la base de données utilisée. On passe d'abord par le contexte de persistance avant de parler même ou avant de passer à la base de données. Donc ce sont deux étapes différentes. Quand il y a une règle d'or à retenir, toujours dans le cadre du contexte de persistance, on ne peut jamais avoir deux entités avec le même identifiant au sein du même contexte. C'est-à-dire dans une session, dans un entity manager, on ne peut jamais, on n'a pas même le droit de persister une entité avec le même identifiant, parce que cet identifiant, il est unique, et c'est aussi l'équivalent de ce qu'on appelle la clé primaire dans le contexte relationnel, dans un SGBD, comme Oracle, comme MySQL, SQL Server par exemple. Alors, le cycle de vie. Donc, c'est quoi un cycle de vie? En général, c'est un ensemble d'états. C'est un ensemble d'états ainsi que la liaison entre ces états. Donc là, on parle justement de l'ensemble des états par lesquels passe une entité, obligatoirement ou pas, par rapport à un contexte de persistance, session entity manager. Donc, quand on parle de contexte de persistance, soit on est dans l'API native, et donc là, on va parler de l'interface session, soit on est dans l'API JPA, et là, on va parler de entity manager. Mais les deux constituent ce qu'on appelle le contexte de persistance, parce que c'est là on va gérer les entités, et surtout la persistance et le passage ou la validation sur la base de données. Nous passons par cette première étape qui est le contexte de persistance. Donc, là, on va parler de ces états. Donc, l'objet, lorsqu'il est créé au départ, ou l'entité, l'instance d'une entité, d'abord, il est à l'état transitoire, à l'état created, lorsqu'il est créé. Transient, ou created, ou même, j'ai mis ici le mot-clé new, c'est-à-dire il vient d'être créé. Donc, l'entité vient d'être instanciée, et n'est pas associée à un contexte de persistance,
il n'a pas de représentation persistante dans la base de données, et généralement, aucun identifiant ne lui a été attribué encore. Sauf si la stratégie de génération assigned a été utilisée, c'est-à-dire l'identifiant il est forcé dans la déclaration de l'objet. Soit à travers un constructeur, soit à travers un setter, en affectant directement à la propriété ça dépend de son encapsulation. Alors, l'objet n'a jamais été persisté au préalable, il n'est associé à aucune session ou entity manager. Alors, deuxième état, c'est l'état qui nous intéresse le plus dans cette formation. C'est l'état persisté ou l'état persistent ou bien managed en anglais. Donc l'entité a un identifiant, quelle que soit la stratégie de génération bien sûr de cet identifiant, on a vu déjà dans des formations au préalable. L'entité a un identifiant est associée à un contexte de persistance et peut exister physiquement ou pas encore dans la base de données. Donc lorsqu'on persiste, ça ne veut pas dire que forcément les données ont été déjà passées à la base. Quand je dis passer, c'est du CRUD, c'est soit une insertion, soit une modification, ou encore une suppression. Donc, pas forcément, donc persisted ou persistent, c'est encore dans le contexte de persistance. Ça dépend de la configuration qu'on va voir après, qui est notamment le flashing, et qu'on verra plus tard dans une autre formation, dans la gestion des transactions, le fameux commit. Donc, dans ce cas-là, l'état persisté, l'objet est associé à un contexte avec un identifiant unique. Deux objets avec le même identifiant ne peuvent pas se trouver dans un même contexte de persistance. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Donc, je viens de le rappeler, parce qu'on a déjà entamé au début. Troisième état, l'état détaché. Détaché, l'entité a un identifiant, mais n'est plus associée à un contexte de persistance. Généralement, lorsque le contexte de persistance est vidé, clear, fermé, close, ou que l'instance a été expulsée du contexte, tout simplement. Donc, detached or evicted. Donc, on verra les méthodes dans une prochaine formation. Donc, l'objet a été précédemment à l'état persisté, mais il n'est plus associé au contexte. C'est possible de le rattacher à nouveau. Il y a cette possibilité. Mais malheureusement, rien qu'avec l'API native. Donc, l'API JPA n'offre pas cette possibilité. Donc, c'est possible de le rattacher à nouveau avec l'objet session. L'objet, l'interface Entity Manager, n'offre pas malheureusement cette possibilité. Bon, parmi les raisons qui m'incitent je veux pas vraiment appuyer votre choix, mais à mon avis, il faut utiliser l'API native. Parce qu'il est plus riche, et déjà, on a vu au départ que l'API native, il couvre la totalité des méthodes, et il hérite même de l'API JPA, parce que l'interface Entity Manager, l'interface Session, il hérite de l'interface Entity Manager, et l'interface Session Factory, il hérite de Entity Manager Factory. Donc, l'API native est certainement plus riche, puisqu'il hérite de l'API JPA. Donc, l'objet a été précédemment à l'état persisté, mais il n'est plus associé au contexte. C'est possible de le rattacher à nouveau avec l'objet session. L'objet Entity Manager n'offre pas malheureusement cette possibilité. Quatrième état, l'état supprimé ou removed. Donc, l'entité a un identifiant et a été associée à un contexte de persistance auparavant. Donc, lorsqu'on supprime quelque chose, ce quelque chose, il existe déjà ailleurs. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant de le supprimer. Il existait où? Bien sûr, dans le contexte de persistance, notamment à l'état persistent, ou persisté en français. Donc, l'entité a un identifiant et a été associé à un contexte de persistance auparavant. Cependant, il est prévu d'effectuer la suppression dans la base de données ou au moment du flushing ou du commit. Ça dépend de la configuration qu'on va voir après, lorsqu'on va entamer la notion du flushing. C'est la raison pour laquelle, dans l'introduction, j'avais dit que c'est une notion aussi qui est très, très, très importante. Donc, maintenant, il est temps, lorsqu'on commence à manipuler dans notre code un objet, une entité,
À un moment donné, soit qu'on est perdu, soit qu'il y a beaucoup de code, soit qu'on souhaite savoir, en tout cas, l'état de l'entité, ou l'état de l'objet qu'on manipule, qu'on utilise. Est-ce qu'il est dans le contexte de persistance, entre parenthèses, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'état persisté ou pas. Donc, ou pas, c'est-à-dire il reste 3. Persister, donc au départ il est transitoire, donc forcément non, parce qu'on va le récupérer d'abord de la base de données, donc du contexte de persistance. Détache, s'il est détaché, ou bien qu'est-ce qui reste supprimé. Mais, de toute façon, il existe une méthode qui est contains, qui est utilisée à la fois sur l'API native et sur l'API JPA, qui permet de savoir si l'objet, à un instant T, il est à l'état persisté ou pas. Après, je vais vous donner quelques astuces. Donc, vérification de l'état avec l'API JPA. Donc, boolean contain égale entity manager.contains l'objet. Et vérification de l'état avec l'API native, boolean contain égale la session.contains objet. Donc, c'est à peu près la même chose. Là, c'est les remarques, ce sont les astuces dont je voulais vous parler. Si contain retourne true, cela signifie que l'objet objet dispose forcément d'un identifiant et qu'il est à l'état persisté. Donc là, on est pleine assurance, en pleine certitude. Si, en revanche, contain retourne false et que l'objet a un identifiant et a été persisté auparavant, il est considéré à l'état détaché. Si l'objet n'a pas d'identifiant et ou n'a jamais été persisté auparavant, il est considéré à l'état transitoire. Sûrement. On peut même, si l'objet il est supprimé, il est supprimé, ça on en discute même pas. Alors, maintenant, le flushing. Le flushing est la validation des modifications dans la base de données à partir d'un contexte de persistance. Donc c'est la brique qui se trouve, ou bien qui lie, bien la flèche, bien la partie qui va lier les objets dans le contexte de persistance à l'état persisté et les enregistrements dans la base de données. Dans les deux sens. Dans le premier, en persistant, en modifiant, en supprimant, et dans l'autre sens, en récupérant de l'estime, soit une liste d'enregistrement selon des critères bien précis, selon des filtres, selon des prédicats, bien un simple affichage, une récupération d'un objet avec son identifiant, etc. Donc vous pouvez imaginer n'importe quelle requête, n'importe quelle combinaison, n'importe quelle possibilité, en fonction de votre besoin. Donc dans les deux sens. Donc, bref, le flushing, c'est lui qui va faire la liaison entre le contexte de persistance et la base de données. C'est lui qui va valider les modifications dans la base de données à partir d'un contexte de persistance, session Entity Manager. Donc les deux interfaces Entity Manager et session exposent un ensemble de méthodes qui modifient l'état de persistance d'une entité. On verra plus tard et en détail. Persist, save or update, remove, delete, evict, detach, merge, refresh, replicate. Donc on va voir toutes ces méthodes dans de prochaines formations. Mais l'objectif, c'est de comprendre vraiment le principe. Parce que si, à partir du moment où un développeur commence à manipuler les méthodes comme ça, sans comprendre les notions, sans comprendre la philosophie et le fond des choses, à un moment donné, je suis sûr qu'il va se perdre dans le code. Parce qu'il faut vraiment comprendre ces notions théoriques avant de plonger, avant de foncer dans des notions et dans des usages un peu plus poussés, plus pratiques. Alors, maintenant pour la syntaxe, pour valider, donc, soit on utilise session.flash, soit entitymanager.flash. Toujours le flushing. Donc il y a deux options selon l'API utilisée, soit l'API native, soit l'API JPA. Donc le flushing est donné par l'option org hibernate flush mode pour l'API native par le biais d'un objet session à travers 4 stratégies différentes. Donc toujours l'API native, vous remarquez, il est plus riche, tandis que l'API JPA, objet entity manager, ne définissent que 2 stratégies de flushing, auto et commit. Il y a l'option Java Extend Persistance en flush mode type. Donc retenez ici, donc il y a le mot-clé type qui est rajouté à flush mode. Voilà. Donc là, voici les 4 stratégies ou les options de flushing. Donc pour always, comme vous voyez ici, il est utilisé uniquement dans l'API native avec session.
Donc, il flush la session avec chaque requête sur la base de données. Quand je dis flush ici, c'est un verbe en anglais, to flush. Mais pour nous, on l'utilise dans un contexte purement technique pour expliquer les choses. Je préfère l'utiliser, c'est mieux pour moi que d'utiliser valider les données dans la base de données. Alors, ce mot déclenche un flushing du contexte de persistance même lors de l'exécution d'une requête SQL native, relationnelle. Deuxième option, ou deuxième stratégie auto. Donc, celle-là, elle est utilisée, comme vous voyez, dans les deux API, via les deux interfaces session et entity manager. Donc, il s'agit du mode par défaut. Il ne met à jour le contexte de persistance que si nécessaire. Donc, troisième option, troisième stratégie, commit. Donc, il est utilisé sur les deux. Le contexte de persistance essaye donc, de retarder le flushing jusqu'à ce que la transaction, on verra plus tard dans la prochaine formation la gestion de transactions. Donc, une transaction, on va voir qu'il a des critères atomiques, etc. Donc, pour nous, une transaction, on va dire, c'est une requête SQL qui est protégée, gérée selon des conditions et des contraintes. Donc, jusqu'à la requête ou la transaction encore soit validée, bien qu'elle puisse se mettre à jour prématurément, on peut donc parler d'un forçage de validation en fin de transaction pour assurance, pour nous assurer que les données ont été committées, persistées au niveau cette fois de la base de données, parce que c'est le rôle du flushing. Quatrième stratégie ou quatrième option, manual, ça concerne uniquement l'API native, session uniquement. Donc le flushing de session est délégué à l'application, qui est obligé d'appeler scrum.flush. Donc vous êtes obligé, vous, développeurs, d'appeler dans votre code explicitement la méthode flush, de cette façon, session.flush. Cette option, elle existe uniquement dans l'API native, donc session.flush, explicitement, afin d'appliquer les changements de contexte de persistance. Alors, voici donc des syntaxes pour changer la stratégie de flushing ou bien de vérifier la stratégie de flushing à un moment donné. Donc la syntaxe pour changer la stratégie de flushing avec session, session.set hibernate flush mode, entre parenthèses, le paramètre flush mode.commit, pour basculer vers l'option commit. Donc pour afficher dans l'autre sens la stratégie de flushing utilisée avec session, on utilise get hibernate flush mode, session.get hibernate flush mode. Pareil pour entity manager, donc syntaxe pour changer la stratégie de flushing avec entity manager. Donc là, souvenez-vous que l'entity manager, il offre, on a dit que deux options avec auto et commit. Donc entity manager prend cette flush mode type, on retenait ici le mot-clé type qui est rajouté à flush mode, point auto. Et pour afficher la stratégie de flushing utilisée par entity manager, on met la syntaxe suivante, donc entity manager, et on fait appel à la méthode getFlushMode. Voilà. J'ai une remarque très importante. Les modifications apportées aux instances persistées sont détectées de façon systématique et automatique au moment du flushing. Il n'est pas nécessaire d'appeler explicitement une méthode particulière pour rendre vos modifications persistantes. Par exemple, ici, donc on a déclaré un objet personne de type personne à note. Personne à note, c'est une classe que qu'on a créée ensemble dans les dernières formations. Vous pouvez revenir sur les anciennes formations sur notre site proflibre.com. Dedans, vous allez trouver la déclaration de la classe. Et là, on récupère bien sûr session.byId, donc la méthode byId, donc il va charger, on va dire, une instance à partir de personne, à partir de la mémoire, en faisant appel au bytecode de la classe personne@note.class, et il va charger à partir de la base de données l'objet avec son identifiant qui est passé d'ailleurs en paramètre ID à titre d'exemple. Donc vous pouvez bien sûr le remplacer avec n'importe quelle valeur. Ensuite, on fait appel à le setter, donc set nom, pour modifier la valeur du nom. Donc ici, j'ai mis mon nom et mon prénom à titre d'exemple. Mais après, j'ai pas fait appel à une méthode comme update, save or update, persist ou quoi que ce soit. Donc là, je suis contacté uniquement du setter pour persister, pour effectuer la modification. Pourquoi? Parce que l'objet personne avec tel ID, on l'a récupéré, il existe déjà dans la base de données. Donc avec load, on a fait le sens inverse. On a récupéré de la base de données, ensuite on a rajouté l'objet au contexte de persistance. Donc il est à l'état persisté. Donc personne, si vous faites appel à session.contains ou entity manager.contains,
il va retourner true parce que il a été récupéré de cette façon. Donc là, pas besoin de faire appel à une méthode particulière de façon, on va dire, manuelle. Donc il suffit d'appeler session.flush pour forcer, surtout si vous utilisez l'appli native avec l'option manual. Voilà. Voici un schéma récapitulatif. Donc, on est arrivé vraiment vers la fin de cette formation. Donc, un schéma récapitulatif qui résume tout ce qu'on a vu. Donc, les différents états transitoires. Donc, l'objet au départ, il passe de l'état transitoire à l'état persisté, donc il va passer au contexte de persistance. Ensuite, il pourra être détaché, vidant la session, vidant le contexte de persistance, le fermant, l'expulsant même l'objet avec des méthodes un peu particulières, entre parenthèses détache ou évite, selon l'appli utilisée. Ou bien, l'objet pourra être supprimé, soit en le passant de l'état persisté vers l'état supprimé, ou même de l'état détaché vers l'état supprimé, selon la stratégie de génération de la clé primaire qui est utilisée. Moi, personnellement, dans cette formation, j'ai utilisé Identity dans mes tests. Donc, ensuite, le flashing, vous voyez, donc, on peut soit persister, l'objet de l'état persisté, soit une insertion, une modification, un save voilà, update ou update ou persiste. Donc, il est inséré ou modifié. Soit il est supprimé, donc une requête relationnelle de type delete qui sera générée à partir, bien sûr, du contexte de persistance et qui sera validé sur la base de données. Donc là, vous voyez un petit peu la liaison entre le contexte de persistance et la base de données et le flashing qui, comme on a dit, situé au milieu, qui permet de valider cette on va dire, cette action, cette liaison. Voilà, donc, pour ce qui est conclusion, et comme d'habitude, donc, classiquement, j'interpelle l'objet ou bien l'objectif ou la finalité de la prochaine formation. Donc, nous allons découvrir comment gérer les transactions avec les deux API de données, l'API native et l'API JPL. J'espère vraiment que cette formation vous a été très utile et très riche en termes de notions théoriques. Merci à vous pour votre attention. Vous pouvez poser bien sûr des questions ou laisser des remarques dans la zone de commentaires sur la page de cette formation. D'autres formations qui pourraient vous intéresser sont publiées sur profilibre.com régulièrement. Vous pouvez aussi passer le quiz sur la même page pour tester vos connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et partager avec vos collègues. À très bientôt. Au revoir.